à quel moment pourra-t-on réellement évoquer un retour à la vie à Mayotte? Plusieurs activités ont repris leur cours depuis Chido. Mais puisque l'eau potable ne coule pas toujours au robinet, à quoi ressemble réellement le quotidien de la population? Immersion à suivre. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin sur France 5. Dans votre magazine, un regard toujours plus appuyé, toujours plus curieux sur l'outre-mer et ses réalités. Aujourd'hui, retour en terre mahoraise pour un point d'étape sur la reconstruction. On ira aussi à Saint-Martin, aux Antilles, à la rencontre des compagnons bâtisseurs. Ils ont justement aidé à la reconstruction après le passage de l'ouragan Irma, c'était en 2017. Et puis l'on terminera avec cette photo en Guyane, le jour où s'opérait le tout premier vol commercial du territoire. Je vous raconte tout dans moins d'une demi-heure. Il y a eu beaucoup d'annonces depuis le cyclone Chido à Mayotte, beaucoup de promesses aussi. L'adoption, par ailleurs, la semaine dernière, de la loi d'urgence visant à reconstruire le territoire. Et il ne s'agit là que d'une première réponse, insiste Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Démarches qui, quoi qu'il en soit, prendront du temps. Reconstruire ne se fera pas en un mois. Alors en attendant, à quoi ressemble la vie sur place? Les habitants sinistrés ont-ils à manger? Ont-ils à boire? Nerfs de la guerre. L'activité économique a-t-elle pu redémarrer? Nous avons souhaité retourner sur place afin de prendre le pouls de la population. Avant d'en parler avec nos invités, Racha Mousdikoudine, présidente de l'association Mayotte a soif, et Sabrina Kajoli, juriste et fondatrice de Quimbered en Guadeloupe. Voyez ce reportage signé Mathilde Boucher, Ivana Navion et Thierry Scharf. Présence de l'armée, plan d'urgence, aide humanitaire exceptionnelle, Mayotte a bénéficié d'un soutien important. Mais encore faut-il que la logistique suive. Principal moyen d'entrée des marchandises de Mayotte, le transport maritime est un outil essentiel pour gagner la bataille du réapprovisionnement. Longoni est le grand port de Mayotte. Ces installations n'ont pas été épargnées par le cyclone Chido. Heureusement, les dégâts ont été assez légers et vite maîtrisés. Il y a pas mal de conteneurs qui se sont détachés, qui sont tombés à l'eau, qui ont été balayés. Ça nous a littéralement pris 3 jours pour faire du ménage afin de pouvoir circuler correctement à l'intérieur du port. 99% des marchandises sur l'île rentrent par le port. Les volumes qu'on peut traiter au port sont énormes comparés à ce qui peut passer par l'aéroport. Donc en une rotation de bateau, on est capable de transporter la même chose qu'il faudrait faire pendant plusieurs mois en avion. Aujourd'hui, les activités du port de Longoni sont quasiment revenues à la normale. Mais la priorité va aux marchandises de première nécessité. Depuis le cyclone, une grosse partie des cargos déchargés sont ce qui a été promis par le gouvernement. D'autre part, ils réquisitionnent pas mal de conteneurs d'eau et d'alimentation qui étaient déjà sur le port, qui appartenaient à des importateurs, qui sont réquisitionnés et distribués par la sécurité civile et les autres. Aujourd'hui, à Mamoudzou, préfecture de Mayotte, beaucoup de magasins ont rouvert leurs portes et sont plus ou moins achalandés. Mais s'alimenter correctement reste un combat quotidien. Avec ce qui s'est passé, il n'y a plus de mangue, il n'y a plus de fruits, en fait, plus de légumes. À la limite, on peut se débrouiller en mangeant toujours la même chose en termes d'aliments. Enfin, manger du riz, enfin, ça, on en trouve facilement. On peut trouver de la viande. Ça reste un parcours du combattant. Le quotidien reste difficile. Donc maintenant, on a l'électricité, heureusement. Mais le plus dur, en fait, c'est l'eau potable. Toute la semaine, on essaie de se renseigner où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. Et dès qu'on sait où il y a de l'eau, on se déplace. Moi, je viens du Nord. Hier, j'ai vu qu'à Mamoudzou, il y avait de l'eau. Comme il ne m'en restait plus, j'ai tenté de venir chercher de l'eau par tous les moyens. Si en ville, l'accès à l'alimentation est moins problématique, dans certaines zones enclavées ou défavorisées, la situation reste bien plus critique. Depuis le 15 décembre, lendemain de Chido, la sécurité civile joue un rôle essentiel pour permettre l'accès à l'eau.
Un enjeu sanitaire crucial, surtout avec des températures actuellement autour de 35 degrés. Le capitaine Antoine fait partie des 52 sapeurs-sauveteurs basés à Chicony, au centre de l'île, chargés de potabiliser l'eau. Une opération très technique. Nous sommes actuellement sur le site de pompage. On vient chercher l'eau dans une rivière avec un flux suffisant pour pouvoir alimenter notre système de potabilisation d'eau. Donc l'eau pompée dans la rivière arrive dans un système de filtration fort de 4 machines de traitement de l'eau, capables chacune de traiter 2,5 mètres cubes par heure d'eau potable. Des analyses sont en permanence réalisées, et dans l'eau brute, et dans les machines, et après les machines, et à la sortie de la citerne, pour vérifier que l'eau potable que l'on produit est aux normes ARS, Agence régionale de santé. L'agence vient elle-même vérifier la qualité de nos bâches, inopinément et au début de production. Une fois pompée et traitée, l'eau est ensuite acheminée là où elle manque le plus. Là, actuellement, on se rend sur le site de distribution de Vaïbé. On est capable d'aller tout autour de l'île et c'est ce qu'on fait chaque jour. On essaye de mettre le meilleur de nous pour faire le maximum de distribution et de mettre au maximum à disposition de l'eau potable à la population. Évidemment, les zones ciblées sont généralement les zones les plus défavorisées, où la population n'a pas accès à l'eau, mais également à des endroits qui régulièrement ont des coupures d'eau courante. Le point de distribution choisi ce jour-là est l'un des plus grands bidonvilles de Mayotte. On ne rationne pas. Si toute la bâche doit être vidée ici, elle sera vidée ici. Et s'il y a encore un besoin, on enverra une autre bâche. Atoumane, 14 ans, est née dans ce quartier. Elle y vit avec sa mère et ses 6 frères et sœurs dans une grande précarité. Nous restons ici jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui amènent les bouteilles d'eau. Grâce à eux, on a de l'eau. Et si jamais ils n'amènent pas l'eau, nous, on n'a aucun moyen d'en avoir ici. Avec les quelques bidons d'eau qu'elle a pu remplir, la famille d'Atoumane a de quoi boire, cuisiner et faire la vaisselle pendant 4 jours. Pour la toilette, ils vont à la rivière. Si des distributions d'eau sont assurées régulièrement, seulement 3 distributions alimentaires ont eu lieu dans le quartier depuis Chido. Je suis triste, parce qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment rien. Même nous qui avons la chance d'avoir de l'eau, ça ne suffit pas, parce qu'on est tellement nombreux à la maison. La question de l'eau plus que jamais centrale en cette fin janvier à Mayotte. Bonjour Acha Mousdikoudine, vous êtes la présidente de l'association Mayotte a soif. Il ne date pas d'hier, le problème de l'eau à Mayotte, mais il s'est bien sûr accentué avec Chido. Quelle est aujourd'hui la part, le pourcentage peut-être de la population mahoraise qui n'a pas accès à l'eau potable? Il y a environ 320 000 habitants à Mayotte. Quelle part de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable? Alors, pour dire vrai, bonjour à tous et à toutes. Pour dire vrai, on considère aujourd'hui que 100% de la population n'a pas accès à l'eau potable parce que même l'eau qui arrive au robinet, si elle doit être stockée avant d'être utilisée, parce que c'est ce qui se fait actuellement, vu que l'eau est rare chez nous, ben, dans ce cas-là, le fait qu'elle soit potable va être remise en question au bout de 48 heures maximum. Donc, au bout de 48 heures, l'eau ne va plus être potable, donc n'est plus consommable. Donc, aujourd'hui, on considère que aucune personne aujourd'hui à Mayotte peut se considérer comme avoir de l'eau potable qui provient des robinets, c'est très grave. Et aucun quartier n'est épargné parce qu'on a tendance à mettre beaucoup en exergue les bidonvilles à Mayotte, un tiers de la population y habite, mais est-ce que d'autres quartiers peut-être sont épargnés ou pas du tout? Aucun quartier n'est épargné parce qu'il y a des systèmes de coupure d'eau pour permettre en fait à ce que toute la population bénéficie de l'eau à un moment donné dans le robinet, qui provient directement du robinet. Et dans ce cas de système en fait de rotation de la distribution de l'eau, on a un seul prestataire qui a le monopole sur le territoire, on a des plannings d'eau qui ne sont pas respectés, ça crée une insécurité pour l'accès à l'eau et c'est une grande précarité, peu importe le niveau social du foyer, de la personne concernée par la pénurie, c'est généralisé. Aujourd'hui, la problématique est généralisée.
Également avec nous, Sabrina Cajoli, juriste et fondatrice de Quimbéret en Guadeloupe. Bonjour, merci d'être avec nous. En Guadeloupe, Sabrina Cajoli, il n'y a pas de cyclone récent, ce n'est d'ailleurs pas la saison cyclonique, pas de situation comparable à Mayotte à l'instant où l'on parle, mais la crise de l'eau, elle est bien réelle et ça vous parle, tout ce qu'on est en train de dire et de montrer là? Tout à fait. Merci d'abord pour l'invitation. Et effectivement, la situation a même été qualifiée en Guadeloupe par plus de 70 experts des Nations Unies sur les droits humains de crise sanitaire, puisque c'est tout le territoire ici qui est affecté aussi par des coupures d'eau constantes et la non-potabilité de l'eau. Donc, nous parlons de 380 000 personnes à peu près. Il est arrivé que certains habitants passent plus d'une semaine, voire j'ai lu une habitante en Basse-Terre qui a passé 18 jours sans eau. Ça arrive régulièrement, c'est une réalité en 2025 en Guadeloupe? Oui, tout à fait. C'est une réalité régulière d'avoir à peu près 3 ou 4 jours consécutifs sans eau. Une semaine ou plus, c'est très régulier également. Mais nous avons aussi des cas de plus d'1 mois consécutif sans eau. Ça s'est produit notamment pendant la crise du Covid. Donc, vous imaginez bien le problème vital que cela a posé. On imagine effectivement très facilement. Racha Mousdikoudine, en 2021, 60 millions de consommateurs évoquaient le prix du mètre cube de l'eau à Mayotte. 8 € en moyenne contre 4 en moyenne dans l'Hexagone. Un prix qui serait justifié par des travaux d'assainissement et de distribution. Est-ce qu'à Mayotte, on parle d'assainissement et de distribution correcte? Non, il n'y a pas d'assainissement à Mayotte parce que même si le projet a été lancé, aujourd'hui n'est pas effectif. Il faut savoir que la plupart des maisons mahoraises ont leur propre système en fait d'assainissement entre guillemets, puisque au niveau des toilettes, on va faire appel à une entreprise privée pour venir vider. Donc on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui un assainissement effectif à Mayotte. Et concernant la distribution, je vais prendre mon cas, qui est le cas de plusieurs personnes. Lorsqu'on habite à une certaine hauteur, etc., le fournisseur d'eau actuel va nous dire qu'on habite trop en hauteur, du coup, ils ne peuvent pas nous faire parvenir l'eau directement dans nos robinets. Donc, en cas de coupure, ça va être encore plus drastique pour nous. On est déjà passé 1 mois sans avoir de l'eau. Donc, c'est vraiment très grave. Donc, ni l'assainissement, ni la distribution n'est effective sur le territoire. Et nous payons quand même des factures. Donc, il y a des factures d'eau sans eau. Nous pouvons passer 1 mois sans avoir de l'eau dans le robinet et recevoir une facture de 200 €. Ça nous est arrivé également. Je vois que Sabrina Cajoli acquiesce. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Mais d'abord, mesdames, je voudrais qu'on écoute ensemble un extrait de l'audition de Manuel Valls devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Audition sur le projet de loi d'urgence de Mayotte. Le ministre des Outre-mer qui a notamment évoqué ce problème majeur que représente l'eau, y compris avant le passage du cyclone. Écoutez-le. Pour ce qui concerne l'eau, nous reviendrons au mieux à la situation très insatisfaisante qui était celle d'avant le cyclone Chido. Les 2 sénateurs connaissent parfaitement cette situation et la crise qu'a connue Mayotte. C'est pourquoi, parmi les priorités du plan Mayotte debout, figure enfin la construction d'une 2e usine de dessalement et l'accélération de la création d'une 3e retenue collinaire. Là, on sera jugé aux actes. Là, on ne peut pas se permettre d'être dans 1 an, dans 2 ans, dans la même situation que je viens de rappeler. Quant aux capacités d'assainissement, elles sont directement dépendantes de la montée en puissance de l'alimentation électrique que j'évoquais. Racha Mousdikoudine, une situation très insatisfaisante avant Chido, dit Manuel Valls, qui annonce la construction d'une 2e usine de dessalement et l'accélération de la création d'une 3e retenue collinaire. Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens? Non, les mesures ne vont pas dans le bon sens parce que nous avons des difficultés structurelles. D'accord, au niveau du territoire, comme concernant l'eau, nous perdons par ailleurs beaucoup de litres d'eau. Notamment, c'est considéré comme 30%, voire 40% en fait, lors de la distribution qui se perd en fait en cours de route. Donc, il ne sera pas suffisant de juste construire des retenues collinaires parce qu'aujourd'hui, le système d'installation est vétuste. Il faudra tout revoir, toutes les infrastructures, les renouveler à minima. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est 300 000 sur le territoire et seulement, selon les estimations de la SMAE, nous avons seulement 30 000 foyers qui bénéficient de la distribution de l'eau. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire que la problématique ne pourra pas être cantonnée juste à des solutions visant à construire de nouvelles retenues collinaires ou bien à augmenter la capacité de production de l'usine de dessalement. Il faudra réfléchir
à des solutions qui rendent autonome la population. Je rappelle qu'il peut y avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie. Aujourd'hui, il peut y avoir des systèmes de toilettes sèches qui pourraient être financés, des dispositifs qui pourraient être pris en charge en partie par l'État ou par les collectivités. Sabrina, oui. Je vais revenir vers vous, mais je vois Sabrina Cajoli qui, là encore, acquiesce. On parle de 2 territoires séparés, qui sont dans 2 océans différents et des réalités qui se rejoignent. Sabrina Cajoli, le service des eaux en Guadeloupe, il est défaillant, il est usé? Oui, tout à fait. Depuis une trentaine d'années déjà, et même plus, la vétusté des installations est démontrée dans des rapports même d'audit officiels de l'État et des collectivités. Nous parlions de l'assainissement tout à l'heure. L'assainissement collectif aussi est assez rare en Guadeloupe et plus de 80% des stations d'épuration ne sont pas aux normes. Donc, c'est un des facteurs de non-potabilité de l'eau avec de la matière fécale qui peut se retrouver dans l'eau qui est destinée normalement à la consommation humaine. À cela s'ajoute un 3e facteur qui est celui de la pollution par le chlordécone et d'autres pesticides. Et ces problèmes de coupure et de non-potabilité de l'eau touchent tous les secteurs de la vie. La maison, l'hôpital, l'école, le restaurant. Donc c'est pour ça, encore une fois, comme je vous le disais, effectivement, c'est toute la population qui est affectée et les mesures des autorités restent malheureusement insuffisantes. Et là aussi, en Guadeloupe, vous payez plein pot. On parlait du prix au mètre cube au assainissement qui était en moyenne à 6,50 € en Guadeloupe. Donc vous payez des factures d'eau. Il faut aux particuliers s'en sortir tout seul et acheter des bouteilles, des bidons et payer donc ces factures astronomiques du fait de fuites, dépenser des fortunes finalement. Comment la population vit tout cela? Parce qu'il y a des conséquences aussi psychologiques, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a aussi. Oui, tout à fait. Alors, l'accès économique à l'eau, qui est pourtant un élément constitutif de l'accès au droit humain à l'eau potable et à l'assainissement, est un problème majeur, surtout dans un territoire où la population est économiquement vulnérable. Au moins 35% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des associations disent même que ces chiffres seraient sous-estimés. L'eau en Guadeloupe est une des plus chères en France, outre-mer compris, tant au robinet qu'en supermarché. Et par exemple, Racha expliquait très bien qu'une des mesures palliatives que les personnes qui en ont les moyens prennent est l'installation de citernes de récupération d'eau de pluie ou des récupérations d'eau publique pour pallier les coupures. L'installation d'une citerne raccordée en Guadeloupe coûte à peu près 3 000 €, ce qui est inaccessible financièrement pour la plupart Bien sûr. Oui, pour beaucoup de personnes. Racha Mousdikoudine, ce qui est étonnant, c'est que vous disiez aujourd'hui à quel point les mesures ne vont pas dans le bon sens. Il y a eu un nombre de reportages, de visites ministérielles, de visites présidentielles. Il y a cette loi d'urgence pour Mayotte et on a l'impression d'être dans une boucle sans fin, dans un disque rayé. Comment expliquez-vous que les bonnes décisions, à votre sens, ne soient toujours pas prises ? Parce que nous avons besoin d'avoir en France une réelle démocratie participative des citoyens. Aujourd'hui, après la crise Chido, nous avons plusieurs experts qui sont d'accord pour dire qu'il faut écouter la population, surtout la société civile qui connaît les problématiques, puisque la société civile vit tous les jours la réalité vraiment de la non-potabilité de l'eau, de non-accès à l'eau pour l'ensemble de la population. Et malheureusement, la société civile n'est pas justement invité aux réunions, n'est pas sollicité avant la prise de décision. Il n'y a pas de diagnostic social. 77% de la population vit sous le seuil de taux de pauvreté. Et aujourd'hui encore, les mesures qui sont prises justement de laisser un seul opérateur économique pour gérer la distribution de l'eau sur le territoire me paraissent vraiment inhumaines, parce que ça signifie aujourd'hui que nous dépendons pour vivre à Mayotte d'une seule entité vers laquelle il faut se tourner pour aller quémander de l'eau. Vous utilisez le mot à bon escient, oui, c'est vraiment cette sensation que vous avez. Sabrina Cajoli, vous avez le sentiment également de ne pas être entendue en Guadeloupe, de ne pas être consultée peut-être?
J'abonde tout à fait dans le sens de Racha, effectivement, en tout cas de ne pas être entendu, puisque depuis des années, Kembered n'est pas la seule association à demander des mesures d'urgence, en particulier pour pallier à cette situation. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les autorités démontraient toute la volonté politique du monde et mettaient le budget nécessaire qui est évalué par l'Assemblée nationale à travers son enquête parlementaire de 2021 à 1,5 à 2 milliards d'euros pour remédier à la crise de l'eau en Guadeloupe, ça ne suffirait pas à alléger les souffrances de la population. Cela implique des travaux colossaux qui vont prendre des années. Or, il y a besoin de mesures d'urgence. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir participé à cette émission sur la crise de l'eau outre-mer. Un cyclone qui dévaste tout. Les habitants de l'île de Saint-Martin aux Antilles ne connaissent que trop bien. Souvenez-vous de 2017, ouragan Irma, catégorie 5, c'est le niveau maximum. Des vents à 295 km/h, rafales à plus de 300, l'un des pires phénomènes jamais enregistrés dans l'Atlantique. Saint-Martin sera ravagé. Plus tard, l'association des compagnons bâtisseurs viendra en aide à la population pour reconstruire. Financée par l'État, l'Union européenne, des fondations et des entreprises. Elle est d'ailleurs restée depuis aux côtés de tous ceux ayant besoin de soutien sur l'île. Un sujet de Florian Amblard et Édouard Massy. L'association des compagnons bâtisseurs améliore l'habitat des populations les plus pauvres. Ils ont rénové plus de 350 habitations sur l'île de Saint-Martin depuis le passage de l'ouragan Irma. En 2017, ils soufflent l'île de Saint-Martin avec des rafales de 320 km/h, laissant la population en grande difficulté pour se loger. Bonjour Carlos. Bonjour. Bien, ça va bien. Bonjour Carlos, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, du coup, on est en visite chez notre futur bénéficiaire pour pouvoir programmer la future intervention des compagnons bâtisseurs dans le cadre d'un chantier d'autoréhabilitation accompagnée. Ouais, donc effectivement, fermer ça pour lutter contre la vulnérabilité face aux risques cycloniques. Hein. Ça, c'est des chauves-souris qui passent par là. Ouais, ça, c'est des crottes en plus. Ouais. Les compagnons bâtisseurs arrivent sur l'île en 2018 pour aider à rénover les 95% de bâtiments endommagés après le passage de l'ouragan. Comme la maison de Carlos. Cet ouvrier a dû la laisser à l'abandon, faute de moyens pour la réparer. Depuis, il est revenu y habiter, sans eau ni électricité. Et le jour où il y a besoin, parce qu'il y a un cyclone, soit tu as l'outillage, soit on vient t'aider à la poser. On va pouvoir évaluer un petit peu la situation de la personne et à partir du moment où elle répond à un certain nombre de critères socio-économiques, on va être en mesure d'engager un diagnostic technique pour faire l'évaluation des travaux à prévoir. Une fois ce diagnostic posé, l'association et le propriétaire rénovent ensemble l'habitation. L'accompagnement social, c'est tout aussi important que les travaux dans le logement, puisqu'il s'agit véritablement de tenir compte de l'habitant. Nous sommes plus des professionnels de l'accompagnement que des professionnels du BTP. Désormais, les compagnons bâtisseurs s'attaquent à tous les logements insalubres. Marion a grandi dans cette maison où elle s'est réinstallée récemment avec sa fille. Et donc demain, tu seras encore dans la cuisine, hein? Elle a fait appel aux compagnons pour bénéficier de leur soutien financier, mais aussi technique. Dans ma situation, aujourd'hui, de maman célibataire, il y a beaucoup de travaux que je ne peux pas réaliser financièrement. Depuis Irma, depuis le Covid, le prix des matériaux ne cesse d'augmenter, donc c'est devenu vraiment très cher. Vous voyez, là déjà, il n'y a plus de plafond. Bon, alors ça, c'est un point de vue très esthétique, mais on est directement sous les tôles. Et il y a beaucoup d'endroits où l'eau s'infiltre. Donc là, on est sur le toit. Et c'est une maison saint-martinoise qui a été construite il y a longtemps. Donc c'est vrai que pour les ouragans, elle est restée vraiment... elle a bien pris l'ouragan. Mais là, je pense qu'elle ne pourrait pas tenir un autre gros coup de vent. On sent vraiment, il y a l'envie d'aider et de bien faire également. On se sent pris par la main, accompagné, écouté aussi. Hein, on a vraiment des gens qui ont vraiment à cœur de prendre en compte les difficultés de tout à chacun.
Les compagnons bâtisseurs présents à Saint-Martin, donc, en Guadeloupe, Guyane, à La Réunion et dans plusieurs régions de l'Hexagone comme le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou l'Île-de-France. Notre photo du jour nous emmène en Guyane pour terminer. Regardez, nous sommes le 12 octobre 1919, date de l'amérissage du tout premier hydravion de la Société des Transports Guyanais. Une foule conquise est présente pour assister à l'événement. Il s'agit du premier vol commercial de l'histoire du territoire. L'hydravion a quitté Saint-Laurent-du-Maroni à l'ouest de la Guyane 2 heures plus tôt avec à son bord 3 passagers. 2 heures, là où auparavant il fallait 22 à 23 heures de navigation en pirogue pour effectuer ce trajet entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne, Société des Transports Guyanais qui avait précisément pour mission de désenclaver l'intérieur du territoire. Et l'hydravion, parfait pour la Guyane et ses eaux calmes pour décoller et amérir, pas de phénomène climatique pour perturber les rotations. Alors il faut savoir que la Société des Transports Aériens Guyanais sera mise en liquidation 3 ans plus tard, mais cette aventure marquera à jamais un tournant dans l'histoire du territoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin, émission bien évidemment à revoir sur la plateforme France.tv. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même lieu, même heure. Très belle fin de journée sur France Télévisions. À demain.